Bonjour, je m'appelle Vanessa Beauvert du blog écoleetbienêtre.com. C'est un blog qui accompagne les enseignants souhaitant transformer leur façon d'enseigner pour être au plus proche de leurs valeurs et des besoins de l'enfant. Dans cette série d'interviews, vous allez voir des enseignants qui ont transformé leur façon d'enseigner depuis quelques années, voire des dizaines d'années, afin d'avoir un enseignement qui leur corresponde vraiment et qui corresponde aux besoins de l'enfant. J'ai aussi interviewé des enseignants et des acteurs des écoles dites alternatives qui vous parleront de leur pédagogie. J'espère que cela vous permettra de prendre des outils ou des principes qui vous parlent. Bon visionnage! Salut Dora. Salut Vanessa. Peux-tu te présenter en quelques mots? Oui, alors je m'appelle Dora, je travaille à Lausanne en 1-2P, soit avec des élèves de 4 à 6 ans. Comment décrirais-tu ta façon d'enseigner? Je la décrirais comme un doux mélange entre un accompagnement des enfants et de leur développement, en respectant les rythmes d'apprentissage qui sont propres à chacun. Et puis aussi une présence de chaque instant pour savoir rebondir et improviser selon les projets et les émergences d'initiatives de mes élèves. Et depuis quand enseignes-tu de cette façon? Alors, j'y m'y suis mise il y a 3 ans de ça, en cours d'année. Et puis, actuellement, les élèves qui vont terminer cette année avec moi en juin auront fait tout leur cursus dans ma classe selon cette approche. Pourrais-tu nous dire la différence avec ta façon d'enseigner d'avant? Alors, il y a pas mal de différences. Avant, j'enseignais avec une planification à plus ou moins long terme. J'avais un cahier de planification où je me disais que j'allais enseigner à mes élèves certaines notions. Et puis, j'avais aussi délimité des thématiques sur lesquelles on travaillait. J'aimais bien travailler avec des thèmes. Et puis, actuellement, je ne travaille plus du tout par thème. Ou alors, si c'est des thématiques qui émergent des enfants. Et j'ai jeté mon cahier de planification à la poubelle. Et la planification, elle vient des enfants. J'arrive le matin et je ne sais jamais de quoi sera faite ma journée. Une autre chose que j'ai trouvé très beau et qui est pour moi source d'émerveillement, c'est à quel point mes élèves peuvent développer leur créativité. Mais quand je parle de créativité, je parle de la créativité au sens large. J'avais cette idée que la créativité se développe dans les activités artistiques. Je faisais des bricolages où les enfants passaient tous à l'atelier peinture. C'était une créativité uniquement tournée vers les activités artistiques. Et puis là, le fait d'avoir des ateliers où ils peuvent aller, s'ils veulent, s'ils en sentent le besoin, s'exprimer artistiquement, ils peuvent le faire. Mais ils ne sont pas obligés de le faire. Et la chose la plus étonnante, c'est que je découvre des enfants d'une inventivité et d'une créativité extraordinaire, alors qu'ils n'y vont pas forcément dans ces ateliers-là. La créativité, elle est partout. Et je réalise qu'elle peut être sous la forme de juste trouver des solutions à un problème, faire des liens et puis voir les choses sous des autres angles et qu'elle n'est pas uniquement tournée vers les arts. Tu nous dis qu'il n'y a pas vraiment une journée type, mais est-ce que tu pourrais nous en décrire un petit peu une? Oui, il n'y a pas de programme type. Par contre, il y a quand même certains rituels ou repères dans le temps qui reviennent chaque semaine. Une journée, elle commence avec des enfants qui me disent bonjour en me serrant la main et à qui je demande déjà comment ils vont, s'ils sont bien dormis, comment ils se sentent pour cette journée à l'école. Parfois, un enfant qui ne se sent pas en forme, je saurais aussi que je ne vais pas lui en demander trop ce jour-là. Et puis, j'installe une petite musique calmante dans la salle de classe et les enfants vont choisir leurs activités en autonomie tout de suite en arrivant. Ça change de l'époque où je commençais par un collectif qui pouvait durer assez longtemps. J'ai remarqué avec le temps que les enfants sont très bien disposés à travailler tout de suite à l'arrivée à l'école. Après une bonne heure de travail,
Avant la récréation, on a ce système de récréation, donc je fais avec. Il va sonner à 10h, donc aux alentours de 10h-20, je les arrête dans leur travail. Ils peuvent mettre une petite étiquette où il y a leur prénom dessus pour dire qu'ils sont en train de faire ce travail, que personne n'y touche. Et puis on va ensemble prendre la collation et se dire « bon appétit ». Ce qui est pour moi très important au niveau du savoir-vivre aussi, d'attendre. Et puis on va respirer 3 fois pour être bien disposé à manger. Et c'est aussi des moments d'échange où on va discuter de la texture des aliments, de où ils viennent, de thématiques d'écologie, etc. Les enfants partent à la récréation. Comme ils ont mangé, ils ont le temps de jouer. Et quand ils reviennent, on fait une dizaine de minutes de méditation pour juste calmer l'agitation et puis aussi se reconnecter ensemble. C'est un moment où j'aime bien aussi proposer à la fin de la méditation une chaîne des câlins où le voisin va faire un câlin à son voisin, etc. Et ça fait le tour comme ça. Et je vois aussi à quel point les enfants renforcent leurs liens et tout simplement l'amour qu'il y a dans notre classe. Et puis, on repasse par une petite période, plus ou moins petite période de travail en autonomie. Et en fin de matinée, soit il y a le conseil de classe, qui est un moment super important, où il y a la résolution de conflits, selon aussi des principes de communication non violente, ou l'émergence de propositions pour la classe de la part des enfants, ou alors des fois souvent des enfants qui se félicitent entre eux pour des choses qu'ils ont faites. Ou ça peut être aussi un moment collectif, on va chanter ou on va faire un jeu ensemble, mais les moments de collectif seront toujours des moments pour créer du lien et ce ne seront à aucun moment des moments de transmission de savoir. L'après-midi, à peu près pareil, sauf qu'on est en petit groupe, c'est que les grands qui viennent à l'école l'après-midi et ça me permet aussi d'avoir des moments plus individualisés avec un petit groupe. Qu'est-ce qui t'a décidé d'enseigner de cette façon? C'est la maternité. Quand j'ai repris le travail après mon premier enfant, je me suis sentie en porte-à-faux. C'est-à-dire qu'à la maison, j'accompagnais mon enfant avec ses propres rythmes, en lui proposant un environnement riche, varié, bien pensé. J'étais attirée par certaines approches aussi. On parle de Montessori, on parle de plusieurs approches différentes qui respectent le rythme de l'enfant. J'arrivais à l'école et je transmettais des savoirs à tout le monde en même temps. Et je réalisais que ce n'était pas en cohérence avec ce que je vivais à la maison. C'est là que j'ai pris conscience de cette différence et je me suis intéressée à un sujet qui émergeait à cette époque, c'est la mise en lien avec les neurosciences. Peux-tu nous décrire les grandes étapes depuis le début de cette transformation jusqu'à maintenant? Alors la première grande étape, je dirais que c'était lire, se renseigner, absorber. J'ai beaucoup lu sur les neurosciences, je me suis renseignée, il y avait pas mal de vidéos aussi qui circulaient sur Internet et j'ai eu la chance d'être accompagnée par une amie neuroscientifique qui m'a aiguillée sur différentes lectures mais aussi qui m'a beaucoup expliqué plein de choses et qui a été d'accord d'être un peu mon experte par rapport au changement dans ma classe. Et la deuxième étape de ce changement, ça a été la découverte des vidéos de Céline Alvarez, parce qu'elle montrait que c'était possible. Et elle a été très généreuse dans son partage sur Internet, ce qui a permis de peut-être franchir un cap supplémentaire et aussi le justifier et se sentir pleinement peut-être en droit de le faire. Et puis il y a un moment où on passe à l'action. Pour moi, ça a été un passage relativement rapide parce qu'il s'est opéré sur les après-midi. J'enseigne 2 jours par semaine et puis dans un premier temps, j'étais en collaboration avec ma collègue de classe, donc j'avais une autre dans la classe d'à côté, où on s'est mis d'accord, on allait essayer de proposer des activités en autonomie juste au grand le vendredi après-midi. Alors là, on a sorti un chariot à roulettes sur lequel on a mis des casiers à tiroirs et puis on proposait des activités vraiment plastifiées, on n'avait pas de matériel, mais juste pour tester ce fonctionnement en autonomie. On a été impressionnés d'observer le calme qui régnait, de voir des enfants qui
qui étaient malheureux avant, qui nous disaient des fois je suis nulle, je ne comprends pas, s'épanouir parce qu'ils étaient attirés par une activité, ils pouvaient la transmettre aussi aux autres, la partager, montrer leur réussite. Et puis ça nous a tellement impressionnés de voir ça que je me suis dit non, je peux pas revenir en arrière, je ne peux pas continuer d'enseigner comme j'enseigne maintenant. Et j'ai étendu à mes 2 jours d'enseignement, d'abord dans la clandestinité de ma collègue duettiste, celle avec qui je partage la classe. Donc avec les enfants comme complices, on séparait les tables, on avait des tables par îlot, on avait des groupements de tables, et puis là on séparait toutes les tables pour qu'ils puissent être un petit peu en travail individuel, et puis le vendredi à 4h, on remettait tout comme si de rien n'était. Et puis est venu le temps où j'ai dû avouer à ma collègue, avec un petit tremblement quand même, parce que je ne savais pas comment elle allait réagir. Et puis elle a été tout de suite emballée, et elle a été d'accord de m'accompagner dans cette folle aventure, et je la remercie pour ça. Et la deuxième année, on a fini cette fin d'année, c'était peut-être 3-4 mois comme ça. Et là, pendant l'été, on a travaillé. C'est-à-dire qu'on a créé du matériel. On a aussi acheté du matériel parce qu'on revendait certaines choses qu'on avait achetées de notre poche, qu'on a pu revendre pour racheter d'autres matériels. Et puis, on a fait les plans de notre classe et on s'est vraiment installé il y a 2 ans. Et on a pu commencer avec une volée en étant complètement là-dedans. On sait que le matériel Montessori est très cher, donc comment tu as géré au niveau budget? Alors, mon but, c'était de aussi montrer que c'est possible de le faire avec un budget alloué à la classe. L'idée, c'était pas de demander de l'argent supplémentaire et puis qu'après, ça décourage tous les autres enseignants de le faire parce que j'ai eu droit à un certain budget. Le budget qui est alloué, alors ça dépend des collèges, des établissements. Moi, je ne connais que le mien, mais j'ai utilisé du budget qui est aussi alloué à peut-être à du matériel didactique ou des bricolages. Et puis, j'utilise pour ça. Ce qui fait qu'on va faire plutôt des bricolages en récupération qui va coûter 0 francs pour pouvoir le plus investir dans le matériel. J'ai aussi pas mal revendu des jeux que j'avais achetés à l'époque où, jeune enseignante, je croyais que j'allais arriver dans une classe vide, ce qui était faux. Donc j'ai beaucoup acheté en amont et j'ai beaucoup revendu pour pouvoir acheter d'autres matériels. Et puis, il y a quand même des astuces. Il existe des endroits de seconde main, Armée du Salut, Emmaüs, où on peut trouver des petits plateaux, des choses à boutonner, des vieilles chemises, des vieux fers à repasser, des choses comme ça, qui permettent aussi d'acheter à très bas prix du super matériel. As-tu rencontré des obstacles depuis cette transformation et si oui, comment les as-tu dépassés? J'ai de la chance, je pense que j'en ai vécu assez peu d'obstacles. Mais les obstacles qui auraient pu m'arriver, j'ai pu les anticiper, par exemple, en étant transparente avec ma direction. Ça peut être un obstacle d'être mal compris ou d'être mal compris de ses collègues. Et j'ai essayé d'appliquer la même communication non violente, disons la même bienveillance que j'utilise avec mes élèves, avec les adultes, en étant dans une démarche d'explication, de transparence, d'inviter la direction à venir voir dans ma classe, d'inviter mes collègues à venir voir ce que je fais pour que tout le monde soit au courant, sans avoir besoin d'y adhérer, hein, ce n'est pas le but, mais le but c'est que je sois libre de pouvoir continuer à travailler de cette manière. L'obstacle qui pourrait être aussi, disons, une source d'inquiétude pour les enseignants, ça peut être aussi les parents. Pour détourner ça, pour éviter d'être inquiète à ce propos, j'ai choisi aussi de jouer la carte de la transparence avec les parents, même au-delà, c'est-à-dire d'avoir les parents comme partenaires. Et des parents convaincus ne peuvent que transmettre leurs bonnes énergies à leurs enfants, et on aura des élèves aussi qui auront l'autorisation d'être heureux dans la classe. Et pour cela, j'ai
Avec ma collègue, on a proposé aux parents la réunion des parents la première semaine, et c'est ce qu'on fait depuis chaque année, pour tout de suite leur expliquer notre approche et pour qu'ils aient confiance en leur enfant avant tout et aussi en nous. Et comment ça se passe avec les parents durant cette réunion? Comment réagissent-ils? Avec ma collègue, on leur présente quelques vidéos, des vidéos qu'on a tournées dans la classe, parce que c'est beau de voir une classe comme ça, mais elle est vide. Alors c'est intéressant pour eux de se rendre compte, même si ce n'est pas leur enfant en action, mais des enfants d'autres années, de voir comment ça se passe dans la classe. Puis on leur présente aussi une petite vidéo sur la plasticité cérébrale, les neurosciences, parce que c'est une question aussi peut-être de culture générale qu'on ne connaissait pas il y a quelques années en arrière, et qui prennent aussi conscience ce que ça veut dire à l'école, mais aussi à la maison, d'avoir un enfant qui se construit et qui se construit aussi avec son cerveau. Pendant cette soirée, on fait aussi quelque chose qui est assez rigolo. Ma collègue et moi, on joue un petit sketch où on va mimer un parent inquiet qui pose des questions à la maîtresse. Et par conséquent, ma collègue va poser des questions du type mais comment ça va se passer en 3P, ou est-ce que la direction est au courant, mais comment vous faites pour savoir la progression de mon enfant. Et puis on répond à ces questions. Et ça permet aussi de répondre aux questions par anticipation qui risquent d'être posées à la fin de la séance. Il y a des questions qui arrivent en fin de séance, qui peuvent être aussi des interrogations, des parents un tout petit peu plus sceptiques. Et c'est l'occasion aussi d'élever le débat, de rentrer dans un vrai échange et une discussion. Et en général, quand on finit la réunion, tout le monde repart, en tout cas rassuré et pour le moins convaincu, et nous fait confiance. Et c'est ça aussi qui est très important, c'est vraiment d'avoir la confiance des parents pour qu'ils puissent aussi la donner à leurs enfants. C'est aussi un travail qui ne s'arrête pas à la réunion des parents, qui se continue sur les 2 ans que les enfants vont passer avec nous. Je pense notamment à cette présence sur le pas de porte de tous les jours, où c'est l'occasion d'échanger rapidement sur l'enfant, d'accueillir un parent inquiet ou qui a une communication à nous faire. Et ça évite d'avoir des malentendus ou des non-dits. Et puis les parents sont les bienvenus en classe. Cette année, on a eu plein de visites de parents qui sont restés une matinée avec nous, quelques heures, pour partager notre quotidien dans la classe. Et puis, je rêve d'aller encore un peu plus loin dans ce partenariat, en demandant aux parents, l'année prochaine, j'aimerais bien faire ça, de donner une liste de leurs compétences, de s'inscrire un peu pour venir aussi mettre au service leurs compétences au service des enfants. Parce qu'on est tous porteurs de compétences, même si on l'ignore. Et j'aimerais vraiment mener ce projet à terme. Ta posture d'enseignant a-t-elle changé par rapport à avant, à un enseignement un peu plus traditionnel? Je crois que c'est vraiment là le cœur du changement. C'est vraiment un changement de posture. Au-delà d'une pédagogie, d'une approche qui en fait est finalement un outil. On peut faire certains apprentissages avec des fuseaux Montessori ou en comptant des galets, mais la posture de l'enseignant est complètement différente. Moi, je suis passée de transmetteuse de savoir à accompagnatrice, facilitatrice de savoir. Et tout l'enjeu est là, et aussi toute la difficulté. Est-ce que tu as plus de travail en dehors des heures scolaires? Alors la bonne nouvelle, c'est que non, j'en ai bien moins. J'en ai eu beaucoup. À l'époque de la mise en place de ce système, où il a fallu créer du matériel, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais à partir du moment où le matériel est là, que je n'ai pas de planification à faire, je n'ai pas de bricolage à préparer pour que toute la classe puisse y passer, je n'ai pas de leçons à préparer. Mon rôle, c'est d'être garante de l'environnement. Donc, je vais passer un moment dans ma classe à remettre en ordre s'il faut, à que toutes les choses soient en place. Et puis, mon gros travail, c'est de préparer les agendas
parce qu'on a dans notre canton un système de cahier de communication entre les familles et l'école. Et puis, ma collègue et moi avons décidé de l'utiliser comme outil de transmission de ce que l'enfant fait en classe. Et comme on utilise la photo comme moyen d'entrer les données des enfants dans une application dont je vais expliquer le fonctionnement tout à l'heure, on réutilise ces photos pour les coller dans les agendas et permettre à l'enfant de raconter sa semaine avec un support visuel sous les yeux. Et c'est le gros travail que je dirais que je fais, c'est de préparer ces agendas. C'est la seule chose que je fais. Je précise que je prépare les photos, mais la majorité du temps, c'est les enfants qui collent leurs photos dans les agendas. Comment on planifie un tel enseignement? Bon, tu nous as dit qu'il n'y avait pas de planification. Et puis, comment on évalue les enfants? Alors, la question de la planification, elle se règle toute seule. Par contre, ça demande un énorme lâcher-prise. C'est-à-dire que j'ai été habituée à être dans le contrôle, à planifier et à vérifier que ce que j'ai planifié fonctionne. Là, c'est toute une autre approche et je dois donc des fois me contenir pour ne pas intervenir dans le travail d'un enfant, ne pas trop guider certains enfants et laisser du temps à ce que les choses se passent. Et laisser du temps, c'est pas sur une matinée, des fois c'est sur des semaines. Et là, j'ai dû vraiment faire un grand travail au niveau du lâcher-prise et de faire confiance au développement, faire confiance aux enfants. Au niveau du suivi, on a essayé avec ma collègue toutes sortes de suivis. On a fait des tableaux à double entrée, on a fait un petit carnet où on notait des observations, on a fait des post-it où on notait qui avait fait quoi dans la journée. Et puis on a réalisé que le plus simple pour nous, c'était d'avoir un téléphone dans une poche, discrètement prendre une petite photo de l'enfant en train de faire l'activité, puis d'entrer l'activité dans une application qui s'appelle Je valide. Voici l'iPad sur lequel nous avons cette application. Je vais vous la montrer. Pour chaque élève, je vais avoir la même chose. J'aurai tout le matériel qui est pris en photo. Et lorsqu'un enfant a une activité qui lui a été présentée par moi ou par un de ses camarades, je vais noter qu'elle a été présentée en mettant ce petit bouton jaune. Et lorsque l'enfant maîtrise l'activité, je le vois naturellement. Hein, je vois un enfant qui, c'est trop facile pour lui, hop, je vais mettre un pouce comme ça. Et cette application, elle va aussi pouvoir me permettre d'éditer un PDF. Et ce PDF, je pourrais aussi le transmettre aux parents en fin de cycle. Comment remplir les objectifs du plan d'études roman que l'on a en Suisse? Alors, c'est une question évidemment qu'on se pose en amont de réaliser de tels changements. Ce que nous avons fait dans cette classe, c'est qu'on a pris tous les objectifs du plan d'études et minutieusement, nous nous sommes promenés dans la classe et voilà, on a coché tout le matériel qui est disponible dans la classe et ce à quoi va faire appel ce matériel en termes d'objectifs et de compétences. Une fois qu'on a fait le tour de la classe et qu'on a fait une sorte on est passé au crible tout le matériel présent dans la classe, il va rester en fait en substance quelques objectifs qui ne sont pas présents en tant que matériel. Et puis ça, c'est des objectifs qu'on va pouvoir développer en collectif. Mais en général, c'est de l'ordre du savoir-être, par exemple de la chronologie ou de se repérer dans l'espace, qui peuvent se travailler à la gym, qui peuvent se travailler dans la cour. Connaissance de l'environnement, on va chaque semaine en forêt. S'insérer dans un monde citoyen, connaissance aussi de la ville. On fait des sorties. Une fois par mois, on va à l'EMS rencontrer les personnes âgées. C'est toutes des choses qui se vivent en dehors des quatre murs de la classe et qui répondent aussi au plan d'études. Je préciserai aussi que j'ai l'impression que les enfants vont passer par beaucoup plus de compétences du plan d'études roman qu'à l'époque où c'est moi qui choisissais ce qu'ils allaient faire. Et finalement, je ne couvrais clairement pas l'entier du plan d'études. Et je précise aussi que rares sont ceux qui arrivent à couvrir l'entier du plan d'études.
On entend aussi que ce type de pédagogie marche uniquement avec des classes à petits effectifs ou sans élèves à besoins particuliers. Qu'en penses-tu? Ici, on a 21 élèves, dont un élève en inclusion scolaire qui est porteur de la trisomie 21. Donc, il est accompagné aussi par une aide à l'intégration, donc une personne qui vient l'accompagner. Néanmoins, pour avoir travaillé sans avoir un autre adulte dans ma classe, les 2 dernières années, ça se passe très bien puisque les enfants sont autonomes, peuvent compter sur le tutorat des autres enfants et donc je me retrouve à être aidée par 21 autres enfants dans la classe. J'ai 21 petits professeurs avec moi. J'ai aussi eu des questions d'enseignants qui ont peur que ça soit le chahut dans toute la classe en enseignant ainsi. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Je peux leur dire qu'un enfant qui est concentré sur une tâche qui répond à vraiment ses besoins cérébraux, développementaux, sera un enfant qui sera absorbé par son travail. Et quand on est absorbé, nous-mêmes en tant qu'adultes, si on est absorbé par quelque chose qu'on aime faire ou qui répond à un besoin qu'on a, on n'est pas en train de chahuter, on n'est pas en train de s'exciter dans tous les sens. Et là où j'apprends à mes élèves à reconnaître cet état-là de travail intense, c'est régulièrement en leur montrant un enfant qui est dans ce que j'appelle la bulle de concentration. Et un enfant qui est dans sa bulle, c'est magique à voir. On observe avec les autres élèves son regard, qui regarde avec attention son travail, qu'il n'est pas en train de parler en même temps, qu'il est complètement dans son travail. Et à ce moment-là, les autres enfants prennent conscience de cet état-là et peuvent aussi respecter cet enfant qui travaille et tous les autres qui sont dans leur bulle de concentration. Ce qui veut dire qu'on a des enfants qui ont conscience de la valeur de la concentration, qui ont conscience de la valeur aussi du calme, et on a une classe qui devient calme dans des moments que j'appelle des moments de grâce, qui ne sont pas tous les jours là. Il y a des moments où il y a une énergie particulière, il va neiger, il pleut, je ne sais pas, il y a du soleil dehors, il y a des énergies qui varient. Dans ces moments-là, c'est à moi de recadrer la situation, peut-être en faisant un petit moment de jeu collectif ou de méditation ou d'atelier philo, je ne sais pas quoi. Ça permet aussi d'éviter d'avoir des systèmes, par exemple, j'avais à l'époque des systèmes de comportement. Il y en a qui ont des feux rouges, il y en a qui ont des pincettes. Et je comprends que ce soit des moments où on en arrive là, parce qu'il y a vraiment des soucis de comportement. Mais je n'ai plus eu à faire face à ce genre de situation, parce qu'un enfant qui est concentré n'a pas de raison de chahuter. Est-ce que tu utilises les tapis comme chez Montessori? Oui, ce qui m'a permis d'enlever un certain nombre de tables et de gagner de l'espace. J'ai un panier où il y a eu 8 tapis. J'ai 10 tables dans la classe. Et ça permet aux enfants de prendre possession de l'espace, de s'installer là où ils veulent avec leur tapis. On a aussi la possibilité d'être pas toujours assis à une table, mais leur corps aussi est en mouvement. Et c'est le principe des petits tapis chez Montessori, c'est aussi de délimiter l'espace de travail pour ne pas s'éparpiller partout. Et ça recentre aussi la concentration sur le travail qui est en cours. Tu as dit avant que ça demandait un lâcher-prise. Moi, je pense aussi que ça demande de se connaître, de connaître ses valeurs et de se faire confiance. Je suis tellement d'accord avec toi. Se faire confiance et se donner les autorisations. Parce que finalement, la grande partie des obstacles viennent de nous-mêmes. Et s'autoriser à être soi-même, s'autoriser à bousculer un peu certaines croyances, certaines habitudes, demande une certaine confiance en soi et demande aussi de se donner la possibilité de le faire. Je pense aussi que la posture que nous mettons en place dans cette classe d'enseignantes demande un certain nombre aussi d'aptitudes du jour, c'est-à-dire d'être reposé,
tout simplement de bien manger, d'avoir de l'énergie, de ne pas être stressé soi-même. Parce que quand on le connaît bien en tant qu'enseignante, quand on n'est pas bien, ça se passe mal. Et les enfants le sentent. Alors, c'est aussi un tout. Ce n'est pas juste un changement au niveau du matériel. C'est un changement aussi de soi-même. Et accepter de se remettre en question, ça demande énormément d'énergie. Ce n'est pas toujours très agréable, mais on y gagne et on en sort grandi. Les enseignants qui transforment leur façon d'enseigner, ils sont souvent parfois un peu seuls à le faire dans leur école et ils se sentent un peu marginalisés. Est-ce que toi, tu as pu ressentir cela et si oui, comment l'as-tu dépassé? C'est vrai que c'est pas évident de se remettre en question, de faire des changements et de le faire un petit peu à contre-courant des pratiques plus à la mode ou plus ancrées dans les habitudes. De nouveau, moi j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des super collègues qui m'ont accompagnée dans le non-jugement, sans forcément faire la même chose, mais en étant respectueuse de ce que je faisais. C'est sûr qu'on est seul. On est seul avec nos élèves déjà pendant la journée. Et puis, on n'a pas une culture, je pourrais parler de culture entrepreneuriale dans un sens, on n'a pas cette culture d'équipe éducative où on va échanger sur nos pratiques au sein même d'un... En tout cas, ce qui est pour ma part, hein. Il y a peut-être des collèges qui fonctionnent beaucoup plus comme ça, mais d'échanger sur les pratiques, en colloque, avoir une régularité dans les réunions, c'est des choses qui peuvent se passer dans d'autres styles d'institutions, mais qui, en tout cas, dans mon vécu personnel, se fait assez peu. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de créer avec une amie une page Facebook. Ça a l'air tout bête, mais c'est là qu'on voit à quel point des gens sont seuls dans leur pratique. Et on a pu ouvrir notre classe à des enseignants qui nous contactaient parce qu'eux aussi, ils étaient dans le questionnement. On organise des rencontres entre enseignants. Et puis, on a aussi le virtuel qui devient du concret et du tangible, finalement. Plusieurs enseignants souhaitent transformer leur façon d'enseigner, mais n'arrivent pas encore à passer le cap. Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Première chose, se faire confiance. Ça, c'est la base. Ensuite, bien se renseigner quand même, parce que quand ils seront confrontés aux questions des parents ou de leur direction, ils devront trouver des réponses. Donc, il est important d'être bien renseigné sur les neurosciences, sur le développement de l'enfant, sur peut-être des approches pédagogiques, Montessori, Reggio, Freinet et d'autres. Hein. Il en existe plein. Et puis, se mettre en lien, ne pas rester seul, profiter de l'expérience d'autres. On a Céline Alvarez qui partage ses savoirs, on a des collègues sur des réseaux sociaux, on a des blogs. Se mettre en lien, c'est tellement important pour s'enrichir mutuellement. Et puis aimer ce qu'on fait et aimer les enfants. Tu portes aujourd'hui un tablier que tu as créé. Est-ce que tu peux nous le présenter et expliquer comment tu l'utilises? Alors, une fois de plus, en tant qu'enseignant, on doit aussi être créatif par rapport à des pratiques qu'on met en place. Et puis j'avais réalisé que lorsque je m'asseyais à côté d'un enfant pour lui présenter une activité ou parce qu'il me demandait un quelconque enrichissement de ma part, j'avais peut-être des fois besoin d'un crayon ou d'un stylo ou d'une gomme, ou que l'enfant avait besoin de ça. Et le fait de m'interrompre pour aller chercher l'objet en question faisait que je cassais le moment de grâce avec cet enfant. Quand on se déplace dans une classe, on est peut-être happé par d'autres choses qui font que « Ah tiens, il est toujours en train de m'attendre là-bas depuis 5 minutes. Alors j'ai eu l'idée de me fabriquer un tablier. Je l'ai fait sur mesure pour répondre à vraiment mes besoins à moi. Là, vous voyez les poches à crayon et stylo, la poche à ciseaux, la petite poche pour la gomme. Et puis ici, c'est ma poche fourre-tout. Attendez, je vais trouver quoi? Voilà, une colle par exemple. Et puis de ce côté, c'est la poche pour mon téléphone où je vais pouvoir prendre des photos de mes élèves et les mettre dans mon application de suivi des élèves. Voilà.
Et puis aussi, le fait de mettre mon tablier le matin, je me mets dans la peau de la maîtresse et je laisse je laisse une partie de moi dehors, mon privé, et je mets mon tablier. Et ça, c'est très fort pour moi. J'adore ça. En fait, c'est un côté un peu uniforme, hein, mais j'aime bien ce côté-là. Et une dernière chose très pratique, c'est que je peux enfin m'habiller jolie, parce que mon tablier me protège. Donc, si je mets des jolis habits dessous, c'est pas grave. Merci beaucoup Dora pour cette interview, pour tous ces précieux outils, conseils que tu donnes à tous ces enseignants qui aimeraient se lancer. Merci et puis n'arrêtons jamais d'apprendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez retrouver tous les interviews sur ma page YouTube Vanessa Beauvert École et Bien-être ou sur mon blog écoleetbienêtre.com. Vous pouvez également me suivre sur Facebook ou Instagram. Et si vous avez aimé cette vidéo et pensez qu'elle peut être utile à d'autres enseignants, partagez-la, likez-la. Vous pouvez également me mettre des commentaires sous la vidéo ou m'écrire à vanessa@écoleetbienêtre.com pour me faire part de vos questions, de vos thématiques que vous aimeriez que j'aborde. À bientôt!